Bonjour à tous, bienvenue à cette session de cas cliniques commentés de l'ISFAR 2024. On a l'honneur d'accueillir Sigismond Lazzocchi pour nous parler aujourd'hui de la gestion de l'anémie et du patient et puis de la gestion du blood management à l'hôpital. Donc en pratique, on va orienter ce cas clinique sur une patiente, donc une femme qui arrive. Donc elle a 65 ans, elle a comme antécédent une cardiopathie ischémique stentée il y a 2 ans avec un stent non actif, une hypertension artérielle et une hypothyroïdie pour laquelle elle est traitée par IEC, par bêta-bloquant et puis elle a une substitution par lévothyrox, de l'aspirine et puis de l'ésoméprazole. Et on va évoquer 2 situations. La première, c'est la situation de la PTG, donc la chirurgie réglée orthopédique. Et la seconde est celle du cancer colique, avec donc une urgence relative dans un contexte néoplasique. Donc la première question un peu autour de ce cas clinique, c'est finalement est-ce que c'est embêtant d'opérer cette patiente dans les 2 situations avec 10 grammes d'hémoglobine ou finalement est-ce que c'est pas très grave? Eh bien, écoute, Aurélie, d'abord, bonjour à tous. Effectivement, 10 grammes d'hémoglobine, habituellement, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on ne va pas transfuser. Bah non. Et donc, finalement, on a l'habitude aujourd'hui de se poser la question de l'hémoglobine uniquement quand on se pose la question de la transfusion. On a probablement tort parce que les données de la littérature montrent d'abord que c'est très fréquent. C'est 1/3 des malades opérés de chirurgie non mineure qui a une anémie. L'anémie, c'est moins de 13 grammes par décilitre pour les hommes, moins de 12 grammes pour les femmes. On verra un peu plus tard qu'on va considérer 13 grammes pour tout le monde. Et vous voyez, par exemple, dans cette grande cohorte américaine, eh ben, le simple fait d'avoir une anémie en préopératoire, c'est associé à une surmortalité, 1,8, 1,4 dans les analyses multivariées. Et comme il y a 220 000 patients, il y a plus de 70 covariables qui ont été mis. Et puis, même quand on a une anémie modérée, ce qui est la majorité des patients, 80%, c'est-à-dire entre 13 et 10 ou entre 12 et 9, donc c'est le cas de cette patiente, et bien là aussi, on a une surmortalité. Et cette surmortalité, ce n'est pas uniquement les patients coronariens, comme cette patiente, qui vont souffrir de l'anémie, c'est finalement toutes les comorbidités qui vont potentialiser, comme vous voyez ici, vous avez l'âge, donc plus de 65 ans, avec soit la comorbidité, soit l'anémie, soit les deux ensemble, et vous voyez qu'à chaque fois, ça augmente de façon exponentielle la mortalité. Je vous rappelle que la mortalité périopératoire, c'est moins de 1% pour des chirurgies réglées. Ben là, on passe à des 7, 10, 15% de mortalité quand on associe l'anémie. Et puis l'anémie, c'est aussi beaucoup de morbidité, augmentation des durées de séjour, augmentation des infections, augmentation des insuffisances rénales et bien sûr, augmentation de la transfusion. Donc la transfusion, c'est le risque infectieux, mais ça c'est de moins en moins vrai. Avec les données actuelles, on voit que c'est moins que les accidents d'avion. En revanche, les risques de complications respiratoires, elles persistent. Les risques d'accidents transfusionnels, même s'ils sont rares, sont catastrophiques. Et puis, on a les produits sanguins qui sont de qualité variable. Alors, on a un peu de la chance en France, mais ailleurs, c'est pas forcément bon. Et enfin, on a toute une littérature qui montre que la transfusion sanguine est associée à une immunomodulation, ce qu'on appelle le TRIM, et qui va conduire à plus d'infections et par exemple aussi plus de récidives de cancer avec une physiopathologie démontrée du rôle de la transfusion. Et donc c'est un enjeu, et d'ailleurs, au-delà de limiter la transfusion, le PBM, Patient Blood Management, ou la gestion personnalisée du capital sanguin, c'est aussi de faire en sorte que ce 10 grammes d'hémoglobine, il soit plus élevé en périopératoire pour améliorer le devenir des malades. Et c'est pourquoi la SFAR a recommandé dans ses guidelines sur la RAC de faire du Patient Blood Management aussi pour l'amélioration du devenir des malades. Et ça, c'est un enjeu majeur. Mais en pratique, donc on entend bien que c'est très compliqué, que c'est important, que ça va conditionner le pronostic des malades. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire en pratique? Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de sujets organisationnels derrière, avec les timings des chirurgies, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce patient à 10 grammes d'hémoglobine? Alors, on a de la chance aussi parce qu'on a très récemment la HAS qui a fait des recommandations pour la bonne pratique sur la gestion du capital sanguin. Et donc, on a plein de choses à faire aux différentes périodes, pré, per, post-opératoire.
Peut-être qu'on va commencer par le préopératoire. Ça me semblerait pertinent. Donc la question, c'est d'abord, là on s'est mis dans deux situations. Le genou, chirurgie réglée. On a plus de temps. Ouais, c'est fonctionnel. On a plus de temps et surtout on a beaucoup de données dans la littérature qui nous ont permis d'avoir des recommandations assez fortes pour faire de l'EPO. Donc normalement, dans la chirurgie orthopédique majeure, comme dans la chirurgie cardiaque, on va y revenir, on doit faire de l'EPO avec du fer. Et donc ça commence normalement à 3 semaines avant la chirurgie et on fait 2 injections plus un contrôle après la deuxième pour décider de refaire les 2 injections suivantes, donc entre 2 et 4 injections, l'objectif étant de dépasser les 13 grammes par décilitre. Si on fait de l'EPO, il faut le faire avec du fer IV. Alors il y a plein de données dans la littérature. Ici par exemple, on avait dans cette étude comparé le fer IV au fer oral. Vous voyez en rouge le fer IV par rapport au fer oral. Et vous voyez qu'à chaque fois, on augmente la réponse de plus de 1 gramme par décilitre avec la même dose d'EPO. Ici, l'équipe de Montpellier qui avait fait la même chose dans les prothèses de hanche et de genou aussi, qui montre qu'on augmente la réponse. Mais surtout, si vous ne mettez pas de fer IV, mais seulement du fer oral avec l'EPO, eh ben, on avait montré qu'on a 80% des patients qui ont une carence martiale à J-1, et il y a un impact de la carence martiale sur la récupération des patients. Donc voilà, donc vraiment, pour la chirurgie orthopédique, on fait du fer et de l'EPO, et on verra peut-être les problèmes organisationnels plus tard. Mais du coup, en pratique, si tu dis qu'il faut faire du fer et de l'EPO, il faut d'abord diagnostiquer les patients. Or, on est quand même dans des stratégies où on réduit tous nos bilans sanguins. Les recommandations de l'ASFAR, elles sont très claires sur ça pour baisser tous les bilans. Mais à quel patient tu vas prescrire finalement une NUM ou pas? Est-ce que tu prescris systématiquement ton bilan martial pour toutes les femmes qui ont des PTG et pour tous les patients en bilan pré-cancer? C'est quoi la stratégie au final? Donc effectivement, je pense qu'il y a 2 situations différentes. On reviendra sur les recos pour l'orthopédie et la chirurgie cardiaque, c'est de faire de l'EPO. Et quand on fait de l'EPO, de faire du fer IV. Donc de mon point de vue, il n'y a pas besoin de faire un bilan martial. En revanche, dans la situation du cancer colique ou toutes les autres chirurgies majeures, là, on va essayer de diagnostiquer la cause de l'anémie. Alors, la carence martiale, c'est la première cause d'anémie dans le monde. C'est 50% des anémies dans le monde. Et en chirurgie, c'est aussi la première cause. Donc, il y a des recos pour le diagnostic de la carence martiale qui reposent essentiellement sur 2 marqueurs, que sont la ferritine. Et donc, la ferritine, ça représente les réserves en fer. Et quand la ferritine est basse, inférieure à 30, on a une carence martiale absolue. Si la ferritine est intermédiaire, c'est-à-dire entre 100 et 30, à ce moment-là, si elle est associée à une saturation de la transférine inférieure à 20%, ou qu'il y a un syndrome inflammatoire, l'inflammation induisant une synthèse de la ferritine, c'est pas normal d'avoir une ferritine juste normale alors qu'on a de l'inflammation. Et donc, en fait, elle est faussement normale. Okay. Et du coup, dans ces 2 situations-là, on considère qu'on a une carence martiale absolue. Et donc ça, c'est des réserves en fer qui sont basses, une saturation de la transférine qui est la protéine qui transporte le fer depuis la réserve vers les lieux d'utilisation. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à mobiliser le fer, en l'occurrence parce que les réserves sont basses, et un impact sur le fer fonctionnel qu'est l'hémoglobine. Si la saturation est supérieure à 20%, mais que la ferritine est en dessous de 100, ça veut dire que les réserves sont basses, mais qu'on n'a pas encore impacté le transport du fer. Et donc ça, c'est des réserves basses. C'est embêtant pour le post-opératoire, parce que quand on va avoir perdu de l'hémoglobine, on aura moins de capacité à la resynthétiser. Ensuite, si la ferritine est supérieure à 100, on a la situation où effectivement, on a aussi beaucoup d'inflammation et où on a la saturation qui est inférieure à 20%. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la carence martiale fonctionnelle. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas capable d'évaluer le niveau de réserve en fer, la ferritine étant à ce moment-là plutôt une protéine de l'inflammation et plus du tout un marqueur de la réserve en fer. En revanche, ça veut dire qu'on ne met pas de fer en circulation, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de fer, ou peut-être parce que le blocage de la sortie du fer depuis les macrophages empêche cette mobilisation.
Le résultat est le même, c'est une carence martiale dite fonctionnelle. Ok. Et donc finalement, pour ne pas avoir de carence martiale, il faut avoir une ferritine supérieure à 100. Et le coefficient supérieur à 20%. Et voilà. Super. Et en fait, si on veut faire plus simple encore, on commence par la ferritine. Si elle est inférieure à 100, on va avoir des réserves en fer basses. Si elle est supérieure à 100, on ne sait pas exactement en fait. Alors, ça, est-ce que c'est fréquent? Ben, c'est extrêmement fréquent puisque vous voyez ici en noir la prévalence de la carence martiale absolue. Et ben, c'est 65% en moyenne sur cette cohorte de 1000 patients espagnols. Bon, enfin, je pense que l'espagnol ne doit pas être très loin du français. Et vous voyez qu'en chirurgie colorectale, eh ben, ça va même jusqu'à 80%. Et si vous rajoutez les barres blanches qui sont la carence martiale, les réserves basses, pardon, eh ben, ça veut dire que 75% des patients avec une hémoglobine inférieure à 13 ont un déficit en fer. Ça, c'était que des cancers, à part la chirurgie cardiaque et l'orthopédie? C'était essentiellement des cancers pour gynéco, métastatectomie et prostatectomie, mais ortho, chirurgie cardiaque, non. Oh, okay. Et même dans ces situations, on a beaucoup de carences martiales. Une incidence qui est assez élevée. Voilà. Et effectivement, évidemment, dans les situations où on a des saignements, cancer colorectaux ou gynécologiques, on a une prévalence encore plus importante. Mais finalement, ces patients, de toute façon, ils rentrent quand même dans le cadre, notamment pour des cancers, des chirurgies orthopédiques, où il y a une indication, selon les recommandations de la SFAR, à leur faire une numération. Mais quand on voit qu'il y a 80% qui vont avoir une carence martiale, est-ce que tu prescris systématiquement du coup ta ferritine? Parce que là, tu as envie de dire, autant faire le bilan directement plutôt que de gagner 20% alors qu'il va y avoir des répercussions ensuite sur ta stratégie. Ouais. Est-ce que c'est pas plus simple de faire une ferritine à tout le monde? Alors, ça peut être plus simple, mais c'est pas le plus économe en termes de santé publique. C'est pas recommandé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est des ordonnances conditionnelles. Donc ça, c'est de dire en fait au laboratoire de faire 2 tubes, de faire la numération et de ne faire le bilan martial, donc ferritine et saturation à la transférine, que si l'hémoglobine est inférieure à 13. Ça a un double intérêt. Ça limite le nombre de tests biologiques et donc un peu les dépenses de santé. Mais en même temps, ça ne rallonge pas la durée ou le délai pour avoir les résultats. Et tu as réussi à mettre ça en place dans ton hôpital? Parce que c'est pas toujours les mêmes labos. En pratique, c'est pas toujours évident. Ça, c'est l'ordonnance, ça peut être la même ordonnance. L'ordonnance conditionnelle, c'est accepté par les laboratoires, c'est prévu. L'enjeu, en fait, c'est de savoir si on veut diagnostiquer la carence martiale pour des patients qui n'ont pas d'anémie. C'est-à-dire que les malades qui ont plus de 13 grammes d'hémoglobine, est-ce qu'on veut avoir aussi une ferritine ou pas? Donc nous, pour beaucoup de patients, on veut quand même l'avoir, même si aujourd'hui, on a des preuves que d'avoir une carence martiale sans anémie, ça a un impact sur le devenir des malades. On n'a pas de preuve que la traiter améliore le devenir des malades. Et comme on est un peu dans le sujet, on regarde ça, mais si on veut être un peu plus économe... Tu ne le fais pas systématiquement. Voilà, je le fais pour certaines chirurgies systématiquement et pour d'autres, je fais l'ordonnance Par exemple, sur des cancers ORL où des gens vont probablement avoir des cancers, des difficultés, des carences, des difficultés d'absorption, tu vas peut-être plus avoir tendance à le faire systématiquement. Oui, parce qu'on veut la corriger aussi. Oui. Et donc, le bénéfice de ça, c'est aussi de ne pas avoir analyse du bilan, parce que dans tous les algorithmes, ça commence par comment est l'hémoglobine, puis du coup, je fais un bilan martial. Mais si on fait ça en consultation d'anesthésie, on est obligé de revoir le patient après ou de le rappeler pour lui dire j'ai eu votre bilan et c'est ça. C'est aussi l'enjeu d'avoir tout en une fois quand on fait la consultation d'anesthésie. Alors, donc en pratique, tu nous as dit, donc là, on a diagnostiqué la carence martiale. On a réussi à mettre ça en place, on a diagnostiqué la carence martiale et on se dit, OK, on va faire de l'EPO et du fer. Mais du coup, je fais comment? C'est-à-dire est-ce que j'organise une hospitalisation? Est-ce que je le fais à l'admission? Est-ce que je le fais 3 semaines avant? C'est quoi les stratégies pour l'administration? Et comment je choisis quel support en faire? Est-ce que je le fais IV, oral? Oui, alors effectivement, la première question, c'est est-ce que je donne du fer oral ou est-ce que je donne du fer IV? Les deux fonctionnent, hein, les deux sont des traitements. Le problème du fer oral, c'est qu'il y a un rétrocontrôle négatif de l'absorption. Et donc, vous voyez ici, par exemple, cette étude où chez des femmes carencées en fer, on donne du fer radioactif et on mesure l'absorption digestive du fer.
Et vous voyez ici qu'au fur et à mesure des jours, eh ben, on a une diminution de la quantité de fer absorbé qui passe en dessous de 10%. Et dans ce papier-là, ils ont comparé en fait le fait de donner du fer un jour sur deux ou tous les jours. En le donnant un jour sur deux, on permet de diminuer ce rétrocontrôle négatif et donc d'améliorer l'absorption. Mais au total, sur un mois de traitement, là, sur 4 semaines, eh ben, la dose maximum absorbée, c'est 175 mg. Donc ça veut dire qu'en un mois, vous avez donné moins de 200 mg de fer. Et le problème, c'est que quand on regarde la dose de fer nécessaire, c'est souvent plus d'1 gramme. Et donc c'est pour ça que finalement le fer IV fait mieux que le fer oral dans les méta-analyses. C'est parce que la dose de fer qu'on donne en 15 minutes, c'est l'équivalent de 5 mois de traitement avec du fer oral. Et ça, on n'a jamais 5 mois devant nous, Non. même pour une prothèse de genou, pour le faire. Et donc c'est pour ça que le fer IV est recommandé dans les recos HAS. C'est le fer IV qui est recommandé avec un grade B. Et effectivement, dans les méta-analyses sur la quantité de fer nécessaire pour corriger une anémie par carence martiale, le déficit moyen calculé, c'est même 1,5 g. Et donc, pour nous, c'est standard. Pour 10 mois en oral. Voilà. Donc, c'est pas faisable. Alors, ça marche. Ça marche, puisque vous voyez ici des études de la littérature qui ont donné du fer IV en préopératoire, donc entre 900 mg et 1 gramme entre 4 jours et 3 semaines avant la chirurgie, et on augmente de 1 à 3 grammes par décilitre l'hémoglobine en préopératoire. Alors, ça augmente l'hémoglobine, mais est-ce que ça diminue le risque transfusionnel, la stratégie de transfusion derrière? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que la première raison, en tout cas la raison historique de traiter l'anémie en préopératoire, c'était de limiter la transfusion sanguine. Je dis bien c'était parce que aujourd'hui, l'objectif, c'est, comme on l'a dit pour la RAC, c'est plus tellement de ne pas transfuser. C'est en général. Ouais, c'est d'améliorer le devenir des patients. Et donc, effectivement, quand on regarde ça, par exemple en chirurgie abdominale, donc ce qui serait le cas de notre cancer colique pour notre patiente, et ben, ce papier du Lancet, qui a randomisé fer IV 1 gramme versus placebo, et ben, est négatif pour ce qui est de la transfusion sanguine et ne montre pas de bénéfice sur la transfusion sanguine. En revanche, on voit bien qu'il y a une augmentation significative de l'hémoglobine en préopératoire. Et puis surtout, il y a une augmentation de l'hémoglobine en post-opératoire à 8 semaines et même jusqu'à 6 mois après l'opération, avec plus d'1 gramme par décilitre de différence. Donc ça, pour la récupération, ça a probablement un bénéfice. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils réduisent de 50% les réadmissions pour complications post-opératoires chez les patients du groupe fer versus placebo. Et donc, il y a un bénéfice sur l'hémoglobine post-opératoire, l'anémie, sur la réadmission et donc les complications post-opératoires, même si on n'a pas réduit la transfusion sanguine. Et ils avaient tous de l'EPO, bien sûr. Pas du tout. Pas non, du non, tout. pas du tout d'EPO. C'était que du fer. Et c'est justement le problème. C'est que si je donne que du fer, et là vous avez toutes les études, y compris la dernière de Lancet Hématologie, qui a randomisé des chirurgies majeures avec fer IV versus fer oral, vous voyez qu'à chaque fois, en barre rouge, on a une augmentation de l'hémoglobine en préopératoire par rapport à la barre bleue, l'hémoglobine de baseline. En revanche, dans aucun de ces travaux, on arrive à dépasser les 13 grammes par décilitre. Et globalement, dans la plupart des études pour la chirurgie majeure, si on veut avoir 0 transfusion, il faut que l'hémoglobine préopératoire soit supérieure à 13. Et donc, quand tu fais ta stratégie, si tu cibles pas ton objectif de 13 grammes, ce que je veux dire, c'est que tu vas faire ta stratégie de patient blood management, tu vas lui faire le PO, tu vas lui faire le fer, mais tu vas pas interdire la chirurgie. Est-ce que tu fais déjà une NUM juste avant pour vérifier l'efficacité? Et est-ce que tu vas dire, ah ben non, je vais pas faire ma PTG tout de suite, le cancer colique, bien sûr, tu vas le faire, mais tu fais quoi sur ta prothèse totale de genou, par exemple? Est-ce que tu la décales ou pas? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, en fait, il faut que ça s'inscrive dans une stratégie globale. Je pense que pour une chirurgie fonctionnelle, on va potentiellement décaler la patiente. Pour une chirurgie colique, de cancer colique, avec cette hémoglobine à 10 grammes, on a quand même un impact majeur sur les complications post-opératoires. Donc la question du traitement se pose. Pour l'instant, les recommandations HAS, c'est de faire du fer et de l'EPO systématiquement en chirurgie
orthopédique majeur et cardiaque majeur. Pour les autres chirurgies, on se pose la question du bilan martial. Si la ferritine est inférieure à 100, on va donner du fer IV. Si la ferritine est supérieure à 100, eh ben, on se pose la question. Et là, on est dans la deuxième grande cause d'anémie préopératoire, qui sont les anémies inflammatoires, où l'AHAS a ouvert la possibilité de donner du fer IV avec de l'EPO. Et donc, on doit se poser la question de donner de l'EPO chez ces patients, y compris avec un cancer. C'est dans les recos de la HAS. Ça reste de l'avis de l'expert, parce qu'il n'y a pas suffisamment de données dans la littérature. Mais le bénéfice-risque est à évaluer individuellement. Et si on cible une hémoglobine pour ces patients, peut-être on va la cibler un peu moins haute, autour de 12-13 grammes, plutôt que supérieure à 13 grammes. Le risque majeur, c'est bien sûr la thrombose veineuse, et donc la balance, elle est à discuter d'une thromboprophylaxie chez cette patiente qui a déjà de l'aspirine ou chez des patients qui ont des anticoagulants. Je pense que le risque est modéré. Et le surrisque observé en cancérologie était essentiellement pour des traitements au long cours avec des cibles d'hémoglobine extrêmement élevées, autour de 14-15 grammes, avec l'idée que ça allait améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, on peut discuter, et il faut discuter l'EPO dans ces situations. Et tu fais comment pour l'organiser? Parce que tu vois bien que là, tu as dit qu'il fallait faire de l'EPO par voie intraveineuse, du fer par voie intraveineuse, ça veut dire qu'il faut les hospitaliser, les malades. Tu as un circuit précis? Comment tu fais pour l'organiser en pratique? Ouais, alors effectivement, il faut faire une organisation. Il y a la question que tu m'as posée tout à l'heure de est-ce que je décale mes malades ou pas? Et donc effectivement, le problème, c'est la discussion avec les chirurgiens. Donc rien ne se fait sans avoir fait un parcours patient avec les chirurgiens. Quand on va commencer son programme de PBM, on va se retrouver dans une situation où potentiellement on va devoir discuter de décaler un malade pour pouvoir le traiter. En orthopédie, c'est au moins 3 semaines de traitement. En chirurgie oncologique, il faut 10-15 jours potentiellement. Alors, la première réflexion, c'est que ça va concerner 30% des malades. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on est à 30%. Donc déjà, même si je commence mon programme, il y a 7 malades sur 10 pour lesquels je ne vais rien changer. Ensuite, il va m'en rester 3 sur 10. Que 7 sur 10? Malgré le fait que tu aies 80% de carence martiale dans les études que tu as. 80% de carence martiale dans l'anémie. Dans l'anémie, oui, ok. Donc pour 7 sur 10, ils ont une hémoglobine supérieure à 13. On peut discuter de traiter la carence martiale. Voilà. Et donc ensuite, pour les autres, eh bien, peut-être qu'on va pas, si on commence son programme, on va pas se mettre fâché avec les chirurgiens directement, mais peut-être que s'il y a un malade sur 10 ou 2 malades sur 10 qui va être décalé, c'est ce qu'on a vu dans le Covid, quand on faisait des tests et qu'on devait annuler un malade la veille pour le lendemain, ça reste acceptable. Gérable. Ouais. Et donc, petit à petit, on va réaérer les programmes et pouvoir reprogrammer des patients et arriver à avoir un délai suffisant. Ensuite, quand on regarde le parcours d'un patient, il faut vraiment se coordonner avec la chirurgie pour que le chirurgien prescrive en amont le bilan et qu'on ait ce bilan d'anémie fait en amont et qu'on puisse traiter ça le plus tôt possible. Parce que parfois, le délai entre la consultation d'anesthésie et la chirurgie est relativement court, même si dans une étude qu'on a faite là, observationnelle sur un peu moins de 2500 malades, c'est 21 jours en moyenne. Donc en fait, en vrai, on a souvent le temps d'avoir le bilan. Mais on a aussi parfois des organisations où les médecins en amont, les gastro-entérologues qui vont faire le diagnostic de cancer colique, on peut aussi les sensibiliser à commencer à traiter les patients, à rechercher la carence martiale en amont. Donc il y a probablement à travailler sur tout le parcours du patient et ça à le faire par type de chirurgie parce qu'on n'aura pas une solution individuelle. Ensuite, pour le traitement, pour le fer IV, donc nous on le fait de plein de façons différentes. La façon principale, c'est en hôpital de jour, hospitalisé chez nous, et on reconvoque les patients pour ça. Ça, c'est le parcours de l'orthopédie, parce qu'en fait, on voit les patients très en amont, et donc on veut les traiter dans le mois qui précède la chirurgie. Et donc, tu as une HDJ d'orthopédie dans laquelle tu mets les patients d'orthopédie? J'ai une HDJ d'anesthésie. Ah, tu as une HDJ d'anesthésie. Okay. Dans laquelle, qui en fait est en face de ma salle de réveil. Donc les patients arrivent, sont déshabillés, vont en salle de réveil. Alors il se trouve que c'est dans le bloc des urgences.
et que cette HDJ, elle nous sert aussi à faire de l'ambulatoire d'urgence, donc des patients qui sont reconvoqués, une fracture du poignet, qui revient le matin, qui a été venu la veille, qui revient le matin. Donc les 2 créneaux du matin, c'est pour ça, et ensuite, c'est pour du fer. D'accord. Mais on a plein de parcours patients différents. Et donc, en fait, c'est, je pense, à nous de nous adapter aux différents patients que l'on a. Et aux structures. Et aux structures. Donc, on a des HAD, et on développe de plus en plus de l'HAD pour faire la perfusion de fer à domicile, notamment, par exemple, en chirurgie cardiaque, où nos patients vont être revus en HAD, ensuite en post-opératoire. Et du coup, ça fait du sens que les patients soient vus en amont pour l'HAD. Ça leur permet de vérifier le domicile et de mieux s'organiser pour la suite. On a des perfusions de fer en consultation d'anesthésie, parfois quand les patients vont loin, etc. À la maternité, donc c'est pas pour de la chirurgie, mais on les fait aussi au troisième, consultation d'anesthésie du 3e trimestre, quand on a de l'anémie, on fait de la perfusion de fer en salle de réveil. Donc on a plusieurs circuits qui s'adaptent en fait aux patients, plus que de forcer le patient à rentrer dans un ou l'autre circuit. Il me semble avoir lu un article de l'été dernier, qui disait que c'était quand même compliqué à mettre en place et qu'il y avait quand même beaucoup d'hôpitaux qui avaient du mal à mettre en place ces circuits d'optimisation quand même de l'épargne sanguine. C'est vrai que nos données, là, vous voyez, observationnelles, on a effectivement 34% d'anémie, et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a que 29% des patients, là, sur 2500, qui étaient traités. C'est ça. Donc, on peut s'améliorer. On a quand même de la marge de progression, d'autant que c'est vraiment un facteur sur lequel, en périopératoire, on peut avoir du poids. Ouais, et c'est un message, d'ailleurs, positif pour nous tous, hein, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire mieux que les voisins, vu que globalement, on ne fait pas terrible. Et on fait quoi en post-opératoire? C'est-à-dire que si les patients arrivent, on va les monitorer. Est-ce qu'on essaye de supplémenter? Si on n'a pas pu supplémenter avant, est-ce qu'on va supplémenter après? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière en fonction de la stratégie préopératoire ou pas? Alors, il y a des recos fortes de la HAS pour faire un suivi des malades et de faire une numération à 4 semaines en post-opératoire. Et probablement qu'il faut arriver à mettre des circuits en place avec les médecins traitants pour que justement ces patients qui ont une anémie en préopératoire ne soient pas perdus dans la nature derrière et qu'on puisse s'en occuper. Et pour moi, c'est probablement à ce moment-là que la consultation spécialisée a une place. On va rester avec des transfusions restrictives, mais il y a un enjeu à augmenter l'hémoglobine en post-opératoire pour la récupération des malades. Et quand on regarde la cause de l'anémie post-opératoire, eh ben, c'est essentiellement nos amis chirurgiens avec du saignement. Et finalement, la différence d'hémoglobine entre le pré et le post-opératoire, c'est du fer qu'on a perdu. Et il y a un enjeu à corriger cette carence martiale en post-opératoire. Et donc, globalement, pour conclure sur cette idée-là, si j'ai pas réussi à traiter mon patient en préopératoire, si j'ai pas réussi à lui reconstituer ses réserves en fer suffisamment pour qu'il puisse gérer l'anémie post-opératoire, eh ben, il va falloir que je lui donne du fer, soit en post-opératoire immédiat en salle de réveil. Il y a beaucoup de données qui montrent que ça permet de réduire, y compris la transfusion post-opératoire, soit à J1 ou à J2. Et à ce moment-là, il n'y a pas de ferritine, il n'y a pas de saturation à transférine. Le simple fait d'avoir perdu de l'hémoglobine signe qu'on a perdu du fer et qu'il faut le remplacer. Et il y a un papier de Calafala dans le Lancet Hématologie qui montre que faire ça, à J1 post-op, 1 gramme de fer versus standard of care, ça améliore la récupération, notamment la fatigue physique à 4 et 12 semaines. Et donc là, on est vraiment dans la RAC, dans la récupération de nos patients. Ben, merci beaucoup Sigismond, c'était absolument passionnant. J'espère qu'on aura réussi, que Sigismond aura réussi à vous convaincre de l'importance de la gestion personnalisée de l'hémoglobine chez les patients et de l'importance à mettre en place des stratégies en fonction des patients et puis en fonction de vos structures. Le replay de cette session sera accessible sur le site de l'ASFAR et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou alors dans le mois qui suit la rediffusion. Et merci à tous. Et restez positif, chaque patient qu'on a traité, c'est un gain. Il ne faut pas voir les problèmes, voir les patients qu'on a bien soignés. Merci, au revoir.